Bonjour à tous. On va se permettre de commencer. Il est 14h15, donc on va essayer de tenir le planning qu'on nous a défini. Donc on va commencer par un petit tour de table rapide. Je vais commencer assez rapidement. Je m'appelle Antoine Chan. Donc je suis actuaire au sein du cabinet Adactis que j'ai rejoint en 2023 en tant que senior manager. Au-delà de cela, j'ai 14-15 ans d'expérience avec, on va dire, des plusieurs connaissances en termes de modélisation actuarielle, que ce soit au niveau du provisionnement, de la réassurance, de la gestion des risques aussi. Et du coup, aujourd'hui, on va vous parler de la modélisation du risque cyber. Je vais me présenter, je suis Geoffrey Barre, je suis aussi chez Adactis, je suis actuaire et consultant, ça va faire 4 ans demain chez Adactis, et je suis référent technique pour le cyber côté Adactis. Voilà. Bonjour, et Alexandre, je suis l'un des fondateurs de Stoic, une cyber insurtech qui a été créée il y a 3 ans, et je suis en charge de toute la modélisation des risques cyber au sein de l'entreprise. Donc, il y a encore des personnes qui arrivent, mais du coup, c'est le début. Au niveau de la présentation, elle va s'articuler de la manière suivante. Donc, vous voyez au niveau de l'agenda sur l'écran, on va avoir une première partie introductive autour de qu'est-ce que le risque cyber. Ça va être un peu de contextualisation, sachant que l'objet de notre présentation, on va dire dans le cadre du risque cyber, ça sera surtout la modélisation du risque cyber systémique. On introduira, on va dire qu'est-ce que c'est que le cyber, quelles sont les garanties qui sont couvertes. On parlera également un peu de l'enjeu et du contexte réglementaire. On aura également toute une partie que Geoffrey va présenter. Donc Geoffrey qui est notre spécialiste sur le risque cyber, sur toute la modélisation et donc de la modélisation du risque systémique, avec on va dire des ouvertures qui seront proposées à la suite de cette présentation. Et ensuite, la deuxième partie de la présentation, elle sera faite par Alexandre, et notamment avec un cadre applicatif plus précis et plus opérationnel chez Stoic. Et à l'issue de cette présentation, on conclura et on prendra les questions s'il y en a. Donc, je vais aller assez rapidement au niveau de la présentation du risque cyber, qui est un risque peut-être pas émergent, mais dont on parle de plus en plus, en tout cas tous les ans. C'est un risque qui touche, on va dire, tous les marchés, que ce soit le particulier, mais également les petites moyennes entreprises, les pros et surtout les grosses entreprises. Je pense que d'un point de vue actualité, vous avez entendu parler, on va dire, d'une recrudescence du nombre de cyberattaques qu'il y a eu, principalement au niveau des grands groupes, mais même en tant que particulier, je pense que vous êtes sujet à différentes attaques. On parle beaucoup du phishing. Donc pour revenir au niveau de type d'attaque, on vous en a listé quelques-unes d'attaques. Donc vous avez par exemple le DDoS, qu'on a beaucoup parlé il y a de cela quelques années. Donc c'est pour toute la partie déni de service distribué. Donc pour faire simple, c'est des attaques en masse qui ont pour vocation de submerger un serveur pour le rendre, on va dire, inopérant. Vous allez avoir également des attaques qui vont, elles, viser de la perte de données ou de vol de données, tout simplement, que ce soit de données personnelles ou de données, on va dire, à caractère financier. Vous avez aussi, on va dire, la cyberextorsion, mais on en parlera par la suite, voire même toutes les attaques à vocation d'espionnage. En termes de moyens, donc là, on a parlé des attaques, mais ensuite, le cyber, on a différentes manières de s'introduire. Et au niveau de s'introduire dans les systèmes d'informatique, vous allez avoir le social engineering, donc l'ingénierie sociale. C'est un exemple qui est assez, on va dire, d'actualité, surtout en ce moment, parce que social engineering, c'est l'ingénierie sociale. Ça vise en fait à rentrer dans un système informatique via le biais de personnes, et notamment de la vulnérabilité ou de la défaillance humaine. Je vais vous donner un exemple. Je pense que on cite souvent la fraude au président. Aujourd'hui, avec on va dire, les techniques d'IA, vous avez ce qu'on appelle le deepfake, donc l'utilisation de vidéos qu'on a travesties, que ce soit au niveau de l'image, que ce soit également au niveau de la voix, qui vous permettent en fait d'usurper une identité et vous faire passer pour un président ou une autre personne.
et ensuite, on va dire, donner des commandes pour détourner de l'argent. Il y a eu d'ailleurs un exemple assez parlant, hein, c'était une compagnie hongkongaise où la personne avait attaqué cette compagnie et avait créé en fait toute une réunion Teams avec des personnes fictives et qui avait donné lieu à un transfert. Alors il y a eu plusieurs transferts, mais on parle quand même de 25 millions d'euros, enfin 25 millions de dollars, pardon. Donc on est vraiment sur des montants très importants. Vous avez le phishing, qui est peut-être l'attaque, en tout cas le moyen le plus que vous avez peut-être le plus en tête, hein, parce que je pense que vous en avez même au sein de vos entreprises, on vous demande de signaler les mails frauduleux. Et ensuite, vous avez toute la partie ransomware, comme je vous disais, on en parlera plus tard. Je vais passer rapidement sur cette slide, mais ici, vous avez on va dire une caractérisation, en tout cas une définition un peu plus propre de ce qu'est le risque cyber. Donc si je le lis, c'est vraiment une atteinte à des systèmes informatiques réalisés dans un but malveillant. Et ensuite, du point de vue de l'assureur, vous avez ici toutes les pertes financières qui peuvent être assurées et du coup qui sont tarifées, que ce soit des pertes d'exploitation, on va dire ce qui nous vient naturellement à l'esprit, et vous avez à cela finalement tout ce qui peut être engendré par une attaque cyber, la protection juridique, donc tous les moyens qui sont réalisés, la perte matérielle, par exemple une perte informatique, mais également par exemple le coût de gestion, on va dire, d'une attaque cyber. En termes de baromètre, ici c'est une étude qui a été réalisée auprès de grands groupes d'assurance, en tout cas de grandes entreprises, pardon. Comme je le disais, on est sur un risque de plus en plus visible, parce qu'aujourd'hui, on va dire 45% des environ 150 compagnies, 456 grandes entreprises, 45% d'entre elles ont été victimes d'une attaque de cyberterrorisme. Et vous avez parmi elles 69% qui décrivent et qui mettent le phishing comme vecteur premier, comme moyen premier d'attaque. Actualité, vous avez ici la cartographie des risques prospectifs, réalisée par France Assureur, et donc ça fait quand même la 7e année consécutive on va dire que le risque de cyberattaque trust le top 1. Et cela, vous ajoutez finalement un contexte, on va dire, très propice aux attaques cyber, avec la recrudescence, la multiplicité des données, la centralisation des données, que ce soit dans des services cloud ou autres, on va dire toute la difficulté qu'on a pour promouvoir la sécurité informatique et le fait qu'on ait un monde de plus en plus interconnecté, puisqu'aujourd'hui, voilà, on est moins siloté. Généralement, toutes les informations, elles sont disponibles, que ce soit sur un cloud ou un OneDrive. Vous obtenez un cocktail assez propice au risque cyber et qui justifie également pourquoi on va dire, la place de numéro 1 ressort depuis 7 ans. Je vais donner la main à Geoffrey. Je vais vous parler de mon côté du coup des enjeux réglementaires et des actualités. Alors on ne va pas revenir sur tout, mais l'idée c'est juste de vous montrer que il y a beaucoup de choses qui sont faites en ce moment, et plus ça avance, plus il y a de choses qui on va dire qui structurent un peu le risque cyber. Je ne vais pas revenir sur la RGPD, je pense que on est tous au courant de ce que c'est. Juste qu'il y a eu une intervention d'à peu près toutes les autorités ou institutions publiques, comme la CPR qui en a fait une de ses priorités de contrôle récemment. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est la loi LOPMI, donc qui date de l'année dernière, et qui est intéressante pour une bonne raison, c'est qu'elle oblige les entreprises qui sont victimes de cyberattaques de signaler directement l'attaque à la gendarmerie, afin, si elles veulent toucher en tout cas leur assurance. Et ça, c'est un bon point pour nous, puisque ça va favoriser le stock de la donnée, puisque en fait, la gendarmerie va être capable de constituer des bases de données. Et comme vous le savez sans doute, la donnée, c'est vraiment quelque chose qui nous manque dans le monde cyber. Et j'aimerais aussi revenir sur DORA, du coup, qui est une réglementation européenne pour digital opération. J'ai un petit doute.
là-dessus. C'est Digital Operation Resilience, merci, Act, pardon. Et du coup, qui a pour but, en fait, on va dire, pour les entreprises, en tout cas, d'imposer des exigences en termes de gestion de risque et sur le signalement des incidents pour renforcer la stabilité des, des acteurs concernés. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qui va rentrer en 2025 qui est déjà, en tout cas, presque rédigé et qui, je l'espère, va beaucoup aider nos acteurs. Et du coup, on va pouvoir passer à une partie peut-être un peu plus technique. L'idée ici, c'est de vous présenter vraiment la modélisation d'un risque systémique. Bon, il en existe plusieurs. Nous, on a pris le cas du ransomware et un cas particulier du ransomware dans lequel je détaillerai ça tout à l'heure. L'idée, c'est pas d'avoir quelque chose de très compliqué, c'est vraiment de vous expliquer comment on peut faire ça avec on va dire des notions de base. Je vais revenir du coup sur un ransomware pour vraiment les néophytes qui ne savent pas ce que c'est. Un ransomware, c'est un virus informatique qui a pour but de chiffrer l'entièreté de vos données. Et si vous souhaitez obtenir la clé qui permet de déchiffrer ces données, vous devez payer une rançon aux auteurs de ce ransomware. Et du coup, on a deux types de ransomware, juste pour info. Il y a ceux qui sont ciblés, qui sont généralement destinés à une entreprise. On donnera l'exemple plus tard d'une entreprise qui a vécu ça. Et ceux qui sont capables de s'auto-propager. On a eu deux cas, WannaCry et NotPetya en 2017. Et ça peut justement avoir un cas de risque systémique avec une pandémie digitale. Et on reviendra aussi sur le terme pandémie. Je vais juste revenir un peu sur un historique, on va dire, des ransomware. Le premier ransomware, en tout cas ce qui s'apparentait le plus proche d'un ransomware, c'est en 1989 avec le docteur Joseph Pope. C'est un docteur du coup en biologie, j'imagine, qui travaillait énormément sur le sida et qui à l'époque voulait un peu donner plus de visibilité, on va dire, sur les informations liées au sida. Et pour ça, il a fait une disquette qui s'appelait du coup AIDS, donc sida en anglais. Et il l'a envoyé par voie postale. Et en fait, ces disquettes contenaient un ransomware. Et du coup, ce qui est assez drôle, c'est que le premier ransomware, on aurait pu penser que son moyen de distribution, c'était Internet. Et ben non, c'était voie postale par la poste, tout simplement. Et du coup, ça, c'est vraiment la première fois qu'on a vu un ransomware. Et 2017, on a du coup WannaCry et NotPetya. Donc NotPetya, c'est pas vraiment un ransomware, c'est un wiper, mais on va dire que c'est la même chose pour éviter de rentrer dans les termes trop techniques. Ce sont deux virus du coup qui ont frappé quasiment à l'échelle mondiale, plus de 300 000 entreprises infectées quasiment. Donc ça s'est propagé très rapidement depuis l'Ukraine et ça a fait énormément de dégâts. Et pour les ransomware ciblés, on a Colonial Pipeline en 2020, qui est du coup un oléoduc américain sur toute la côte Est, et qui a eu un ransomware, ce qui lui a provoqué une perte d'exploitation. En fait, il ne pouvait plus travailler pendant une semaine, et ce qui a même provoqué une pénurie d'essence sur toute la côte Est américaine. Et les Américains n'ont pas du tout aimé, et ils ont placé du coup les cyberattaques au même niveau que le terrorisme dans leur pays. Donc ça montre vraiment à quel point ça peut avoir de gros impacts. Et juste ici, on a un petit fonctionnement des ransomware. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas le but. Juste ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une gestion du paiement quand vous payez la rançon et qu'elle se fait généralement par le Bitcoin parce que c'est un moyen qui est très peu traçable, pas intraçable, mais très peu traçable. Par exemple, pour Colonial Pipeline, le FBI peut remonter aux auteurs via le Bitcoin, donc c'est pas intraçable, mais voilà. Donc, et ça va nous aider, le Bitcoin, on y reviendra un peu plus tard. Je vais vous présenter du coup maintenant une liste non exhaustive des modélisations possibles pour du coup les ransomware qui peuvent s'auto-propager. Je ne vais pas revenir sur tous, mais il y a plein de documents sur Internet de recherche sur ces différents sujets. Nous, on va s'intéresser au troisième et au quatrième, donc les modèles épidémiologiques qui ont été mis en lumière pendant la Covid avec les modèles CIR, modèles SIS,
voilà, qui sont vraiment basés sur les virus biologiques, sur le fonctionnement, et on va pouvoir retrouver pas mal d'analogies entre le ransomware qui s'autopropage et un virus biologique, et la théorie des graphes, parce que elle va pouvoir nous aider, on va dire, à avoir une meilleure visualisation d'un portefeuille d'assurés, en essayant de comprendre comment ce portefeuille il s'interconnecte entre tous les assurés. Et du coup, on va passer en premier exemple au modèle CIR. Donc, c'est un modèle, du coup, comme je le disais, basé sur les modèles épidémiologiques. L'idée, c'est très simple, c'est qu'on a une population à un temps donné, et tous nos personnes sont saines, donc n'ont pas le virus. Et on va avoir une personne qui est infectée. Et le dernier compartiment, ça va être R pour recovered, mais du coup guéri, qui du coup n'a plus le virus et ne peut plus l'avoir. Et du coup, l'idée, c'est qu'on va observer avec un système d'équation différentielle, à chaque instant de t, le nombre de personnes dans chaque compartiment. Et ça va nous donner comment l'épidémie se propage. Et en fait, on peut faire beaucoup d'analogies avec le monde biologique, comme par exemple la vaccination, qui nous permet, du coup, pour une personne, de passer directement de S à R. Et en fait, on pourrait faire le lien directement avec un update sur des failles, par exemple sous Windows, donc des entreprises qui patchent directement leurs serveurs et qui permettent d'empêcher du coup de subir une attaque. Et du coup, il y a plein d'analogies comme ça qu'on peut faire. Et en fait, c'est un modèle qui finalement peut bien représenter ce genre de pandémie digitale. L'idée, c'est qu'on utilise généralement des modèles simples, donc on n'a que 3 compartiments. Nous, on va essayer de le découper en plusieurs compartiments pour chaque, des sous-compartiments pour chaque compartiment qu'on a, en fonction de différents facteurs. Donc ça peut être soit la zone géographique, même si c'est pas le plus, on va dire, le meilleur facteur pour différencier, mais on a surtout l'activité de l'entreprise. Donc, par exemple, on peut classer toutes les entreprises qui font de la finance ensemble, celles qui font du bâtiment ensemble, du manufacturing, des choses comme ça. Et du coup, d'avoir des paramètres entre ces compartiments qui sont bêta et gamma. Donc, bêta, c'est la force de contagion, c'est à quel point notre virus il se propage, en fait. Et gamma, c'est une mesure qui nous permet de savoir la durée le temps pendant combien de temps on est atteint par le virus. Et du coup, ces 2 paramètres, ils vont vraiment permettre de régir tout le modèle CIR. Donc, c'est peut-être pas très clair, mais je ne sais pas si ça marche, mais j'ai une petite vidéo qui vous montre en direct comment ça se présente. Du coup, là, par exemple, on a du coup le nombre. Donc là, c'est un modèle simple. On a le nombre de susceptibles qui va diminuer drastiquement. Le virus touche de plus en plus d'infectés. On a des gens qui sont déjà rétablis, qui sont du coup guéris, donc dans la dernière colonne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir un pic d'infectés. Bon, elle est repartie, mais c'est pas grave. Du coup, on va avoir un pic d'infectés à un instant T. Ça va être nos max. Et ça, c'est un des problèmes du modèle CIR simple, c'est qu'en fait, on n'a qu'une seule vague et c'est pas forcément représentatif. On a vu avec le Covid qu'on avait beaucoup plus de vagues. Et c'est pour ça que le modèle à plusieurs groupes va pouvoir mieux modéliser ça. Hop. Et du coup, ça, c'est des mesures qu'on peut avoir sur un portefeuille. C'est beaucoup inspiré des travaux de Caroline Hilaret et d'Olivier Lopez, qui ont beaucoup travaillé sur ces modèles-là. L'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, on pourrait se dire que dans un portefeuille, la seule mesure qui nous intéresse, c'est le nombre de personnes qu'on a qui sont affectées en tout. En fait, non, on a un autre coût qui est très important, c'est le coût de saturation. Si tout votre portefeuille, une grosse partie de votre portefeuille est touchée en même temps, en fait, ça a d'autres impacts pour les assureurs. C'est que ils ont des contrats avec des boîtes de cybersécurité qui vont aider à remettre en place pour limiter la perte d'exploitation, avec des juristes pour tout ce qui est contrat. Et du coup, si vous avez beaucoup d'assurés qui, en même temps, sont touchés, vous n'allez pas pouvoir vous concentrer sur tous les assurés. Et du coup, ça va vous donner des coûts supplémentaires. Donc ça, c'est important à mesurer. Et on a une dernière chose, ce sont les comportements des assurés. En fait, ils peuvent avoir plusieurs types de réactions diverses et variées face au risque, face à une attaque, pardon. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut noter. Donc, soit des réactions rapides, soit des réactions lentes, soit des réactions normales. Et ça, on va pouvoir essayer de le probabiliser.
On va passer à la théorie des graphes. Donc ça, c'est un autre moyen de modéliser, on va dire, un portefeuille d'assurés. On a plusieurs types de graphes, donc là, avec des exemples concrets. Et en fait, les graphes, c'est très puissant puisqu'on peut faire de l'analyse spectrale dessus avec des matrices laplaciennes. Alors, le nom est peut-être un peu barbare, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les matrices laplaciennes, elles vont nous donner à quelle puissance, à quel degré ces graphes sont connectés entre eux. Et ça peut être très important pour la construction d'un portefeuille, de faire de la sélection à la souscription, en fait, pour savoir s'il est vraiment connecté. Et on peut même aller plus loin en se disant, bon, bah, en fait, on peut remarquer que certains de nos assurés dans notre portefeuille vont être des entités un peu supraconductrices, c'est-à-dire que si elles sont affectées, eh ben, on va avoir beaucoup plus d'impact sur notre portefeuille, parce qu'elles vont répandre beaucoup plus le virus. Et ça, c'est important dans une autre démarche. Et ça, c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place chez Adactis avec une partie recherche là-dessus. C'est en fait se dire, bon, bah, j'ai un nouvel assuré dans mon portefeuille. En fait, sa prime pure, dans une perspective de tarification, elle dépend de quoi? Bah, bien sûr, de ses propres facteurs, donc son activité, son chiffre d'affaires, bon, plein de facteurs, voilà. Mais aussi de la façon dont il est intégré dans un portefeuille. En fait, vous prenez deux portefeuilles, A et B, et bah, la structure de ce portefeuille n'est pas la même, et du coup, l'impact que va avoir cet assuré sur ce portefeuille n'est pas la même non plus. Du coup, il y a une mesure de dépendance qui est créée et qui est propre à cet assuré. Et ça, dans une perspective de tarification, pardon, c'est très important. Et je vais passer rapidement sur les bases de données. Comme je vous le disais, on a très peu de données en cyber. Du coup, c'est très compliqué. Elles sont souvent américaines et un peu biaisées. Du coup, il y a PRC et Veris, on ne va pas revenir dessus. Moi, je voulais signaler le Bitcoin qui permet de retracer, par exemple, les paiements de WannaCry, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et d'avoir un peu le nombre d'infectés par jour. Ça va nous aider à calibrer certains paramètres. Et Sophos, qui est du coup une enquête réalisée auprès de plusieurs DSI et qui nous donne certaines informations, surtout sur les coûts, parce que forcément, on n'avait pas trop d'informations sur combien coûtait vraiment un ransomware à une entreprise. Et tout ça, ça nous a permis de calibrer des données. Dans un premier temps, du coup, nos taux de transmission et de guérison, qui sont du coup nos bêta et gamma que je vous ai présentés tout à l'heure. Du coup, on a pu estimer un taux bêta avec l'usage du Bitcoin et des paiements pour savoir à peu près le nombre d'infectés par jour. Et le taux de guérison, on a pu le probabiliser avec du coup les comportements que je vous ai présentés juste avant. Dans un deuxième temps, en fait, on construit une matrice B qui correspond du coup à notre taux de transmission avec en fonction des proximités de tous les secteurs d'activité. Du coup, en fait, à quel point deux secteurs d'activité sont proches ou non. Et ensuite, on a une estimation des coûts qu'on a fait avec Sophos pour avoir des coûts par pays, par secteur d'activité et d'avoir un coût général pour ces ces deux facteurs-là. Et enfin, on crée des portefeuilles pour nos simulations avec 3 portefeuilles différents pour voir si vraiment la composition du portefeuille a vraiment une impact forte sur les résultats. Et du coup, on a lancé plein de simulations avec du coup le modèle épidémiologique que je vous ai présenté. Et l'idée de ces résultats, c'est de retenir que on a 3 portefeuilles différents et que pour les mêmes simulations sur du coup une population globale, et ben on a vraiment des résultats différents et on va dire on voit vraiment qu'il y a un portefeuille qui est beaucoup moins impacté. Et c'est le but de toutes ces simulations de mettre en évidence que le choix de nos assurés dans notre portefeuille est vraiment important et que cette sélection à la souscription, elle a vraiment un rôle fondamental. Et je vais laisser la parole pour le reste à Alexandre. Merci. Donc, tous ces modèles sont hyper intéressants d'un point de vue intellectuel. Le problème sur le cyber, c'est qu'on a assez peu de données, tout simplement parce que tous ces événements qui sont liés à une partie systémique, c'est des événements qui sont rares. Donc, on a très très peu de données. Et donc, en fait, calibrer ces modèles, c'est très très compliqué, juste parce qu'on n'a pas de données. Si on prend un tout petit peu de hauteur, et pour donner un peu plus de contexte dans ce qui vient d'être dit, on a vraiment 2 grandes catégories d'événements systémiques. On a toute une partie qui est liée aux vulnérabilités. Donc c'est exactement toute la partie qui vient d'être expliquée, avec en fait des vulnérabilités qui vont être partagées par plusieurs entreprises, et donc sur lesquelles il peut y avoir une contamination et un effet de contamination, parce qu'une même vulnérabilité va pouvoir être utilisée pour plusieurs entreprises.
On a une autre catégorie d'événements systémiques qui est en fait les entreprises qui sont hébergées par une même entreprise. Et donc ces données-là, elles sont beaucoup plus difficiles à modéliser, tout simplement parce que savoir qui sont les hébergeurs, en fait, c'est pas forcément visible depuis Internet facilement. Et donc toute cette catégorie d'événements systémiques, elle est beaucoup plus dure à modéliser, mais elle est pourtant très réelle. Case in point, en décembre 2023, il y a Coaxis, qui est un hébergeur HDS que vous connaissez peut-être, qui s'est fait hacker et qui hébergeait à peu près 10% des experts comptables de France. Donc il y a vraiment 10% des experts comptables de France qui ont été à l'arrêt du jour au lendemain, c'était en décembre de l'année dernière. Et donc forcément, pour l'assureur, c'est un risque qui est gigantesque. Il y a des assureurs qui sont spécialisés de ce type de risque, donc forcément sur leur portefeuille, c'est des risques qui sont très exposés et avec des impacts qui sont élevés. Mais disons qu'on met de côté ce point-là et qu'on revient sur les vulnérabilités systémiques, il y a pas mal de très bons points de la littérature sur les phénomènes de saturation, sur la modélisation, je dirais, des événements, qui sont bons à prendre et qu'on se doit de réutiliser en pratique, parce que c'est des choses qui sont très vraies. Si on revient donc là-dessus, en fait, le moyen privilégié pour cette catégorie de ransomware qui se propage, c'est vraiment des vulnérabilités. Donc une vulnérabilité, c'est quoi? C'est une faille sur le périmètre informatique d'une entreprise qui va permettre à un attaquant de l'exploiter et de faire des choses qu'il ne devrait pas faire. Et donc en fait, le risque systémique vient de technologies qui sont partagées par un grand nombre d'assurés. Et en fait, quand on est une entreprise, il y a pas mal de services qui reviennent, les accès à distance, les composantes de e-commerce, pas mal de choses qui vont être partagées par plein d'entreprises. Et donc c'est ces technologies qui sont susceptibles d'amener des événements systémiques. Donc j'ai mis quelques données, typiquement les Citrix, Fortinet, c'est des moyens de se connecter à distance, donc du VPN, du WordPress, ça va vous servir en site vitrine ou en site de e-commerce. Mais donc c'est des choses qui vont être partagées par énormément d'assurés et qui vont amener un potentiel systémique qui est très élevé. Pour vous donner des exemples, l'année dernière, en mars 2023, il me semble, il y a eu une grosse campagne de ransomware sur la technologie ESXi, donc une technologie de virtualisation. Nous, le même jour, en 1 heure, on a 3 assurés qui nous ont appelés parce qu'ils étaient touchés. Et de fait, OVH était complètement sous l'eau à ce moment-là parce qu'il y avait des dizaines de milliers de serveurs qui étaient compromis, justement parce qu'il y avait une grande vague d'attaques contre ça. Mais en fait, donc là, c'est quelque chose qui s'est actuellement produit, sur lequel les conséquences financières, je dirais, au niveau du marché, sont restées contrôlées. Mais en fait, des vulnérabilités sur des technologies au potentiel systémique, il y en a très souvent. Des vulnérabilités sur du Fortinet, sur du Citrix, sur des technologies d'accès à distance, il y en a globalement tous les 2-3 mois. La dernière, c'était sur du Palo Alto, qui est aussi une technologie VPN, en février. Et donc, ça se produit vraiment très fréquemment. Et les spécificités, comme l'a dit très bien Geoffrey, sur ce genre de risque, et qui sont très bien mis en valeur dans la littérature, c'est qu'à ce moment-là, en fait, il y a une course contre la montre qui se lance entre à quel point les entreprises vont mettre à jour leur système rapidement et à quel point les attaquants vont utiliser cette vulnérabilité. Et c'est pas si évident parce que quand on est un attaquant et qu'on a cette vulnérabilité, la mettre en place dans une pipeline qui est complètement automatisée, ça prend du temps de développement. Et donc il y a vraiment une course contre la montre qui va se lancer entre ces deux groupes. Et selon si oui ou non les entreprises réagissent vite pour mettre à jour leur système, va dépendre la contagion de l'incident. Et je vous ai remis du coup la timeline sur WannaCry et NotPetya, donc qui sont des événements qui sont produits en 2017, qui sont vraiment très connus sur le marché cyber parce que c'est la première fois où on a eu cet événement systémique, je dirais, qui a été vu en pratique, même si à cette époque-là, le marché de l'assurance cyber n'était pas très développé, donc en fait les conséquences financières ne sont pas très bien connues. Mais en fait, ce que vous voyez, c'est que les technologies qui ont été exploitées étaient connues, les vulnérabilités étaient connues depuis plusieurs mois, pour certaines, quand NotPetya est arrivé. Il faut bien se dire qu'en gros, WannaCry a compromis des dizaines de milliers de serveurs. Microsoft a release un patch de sécurité et NotPetya est arrivé 2 mois plus tard avec la même vulnérabilité et a quand même compromis beaucoup d'entreprises, dont des entreprises du CAC 40. Donc, il y a eu des problèmes de patching et il y a vraiment cette course contre la montre qui se met en place. Et le fait que les entreprises soient ou non réactives sur ces vulnérabilités va dépendre le potentiel de contagion. Ensuite, si on est sur la modélisation, c'est très très compliqué en fait de déterminer exactement combien d'entreprises vont être touchées. C'est très très dur de calibrer les données. Là, on a des modèles qui sont assez satisfaisants sur du CIR, sur des graphes, etc. Mais en fait, avoir précisément la structure des graphes, l'incertitude, elle est extrêmement élevée selon à quel point ressemblent les graphes. Donc en fait, d'un point de vue pratique, c'est très peu modélisable. Et ce qu'on se retrouve à faire en tant qu'assureur, c'est juste avoir un provisioning, un certain pourcentage de la prime qui est là pour gérer les événements systémiques. Une fois qu'on a dit ça, en tant qu'assureur, qu'est-ce qu'on peut
faire, je dirais. Une approche, c'est juste d'essayer d'accélérer la fréquence de patching. Et donc, c'est de prévenir les entreprises qui vont avoir ces vulnérabilités pour faire en sorte qu'elles les aient corrigées avant que les attaquants aient commencé à exploiter ces vulnérabilités. Nous, c'est l'un des blocs technologiques qu'on a construit. C'est quelque chose qui n'est pas extrêmement compliqué à faire et qui est fait par pas mal d'acteurs sur le marché. Pour une entreprise qui est assurée chez nous, on va lui demander ses noms de domaine, ses adresses IP, donc vraiment son exposition sur Internet. Et à partir de ça, on va trouver les vulnérabilités un peu faciles à trouver et les technologies qu'elle héberge. Ce qui fait que, globalement, sur notre portefeuille, on est capable de dire, avec une assez bonne précision, quelles technologies sont présentes et dans quelle proportion. Et donc forcément, ça nous permet d'avoir de l'anticipation en se disant, si toutes les entreprises qui ont un Citrix sont touchées, combien est-ce que moi j'ai de limites potentielles qui peut tomber et combien est-ce que réalistiquement je vais perdre d'argent avec des modélisations de sévérité, ce qui nous permet d'avoir une vision un peu claire de notre exposition à certaines technologies. Et je vous dis ça, c'est des questions qui sont vraiment très communes sur le marché de l'assurance cyber. Typiquement, dans toutes les négociations de contrats entre de l'assurance et de la réassurance, va y avoir cette notion justement de seuil maximal de réassurance et donc d'exposition à certaines technologies qui peut intervenir dans la discussion. Comment réduire ce risque maintenant en pratique? Tout dépend de si vous avez une brique technologique dans votre entreprise. Une première approche qui a été utilisée par pas mal d'acteurs du marché, en fait, c'est de définir dans les contrats cette composante systémique. Alors c'est un peu pénible à définir parce qu'évidemment c'est assez large et c'est pas encore très très bien connu, mais en fait de dire on définit un événement cyber d'origine systémique et quand c'est le cas, je vais sous-limiter mon exposition ou je vais faire une coassurance avec l'assuré, etc. Et ça me permet de donner un mécanisme légal pour réduire mon exposition en tant qu'assureur. L'inconvénient principal qu'on a avec ce mécanisme, c'est de la lisibilité pour l'assuré, parce que en fait, l'assuré, il s'en fiche un petit peu que cet événement soit systémique ou pas, et donc évidemment, ça réduit l'exposition côté assureur, donc ça, c'est vraiment très bien, mais d'un point de vue assuré, ça veut dire que le fait qu'il soit payé 1 million ou 2 millions va dépendre de si l'événement est systémique ou non, ce qui n'est pas très lisible pour lui au moment où il souscrit la police d'assurance. Une deuxième approche, c'est ce que je disais un petit peu dans la slide d'avant, c'est vraiment de la notification proactive. Donc nous, par exemple, quand une vulnérabilité sort avec un potentiel systémique, tous les assurés qui vont être concernés vont recevoir une alerte avec un moyen facile de corriger cette vulnérabilité, ou en tout cas des mécanismes d'atténuation. Et on va avoir toute notre équipe de réponse à incident qui va être à la disposition de ces assurés pour les aider à mettre à jour. Parce qu'en fait, tous les vulnérabilités qu'on va corriger à ce moment-là, c'est évidemment des incidents qu'on va éviter quelques minutes après. Un deuxième moyen qu'on a pour gérer un peu ce phénomène-là, on a vraiment un phénomène d'accumulation en systémique, c'est-à-dire que la réponse à un incident, c'est un marché qui est assez petit, ce qui veut dire que s'il y a 1000 entreprises qui tombent en même temps en France, en fait, on n'a pas assez de gens qui sont bons sur la partie investigation et reconstruction pour venir intervenir sur tous les sinistres. Ce qui, évidemment, va accentuer tous les sinistres parce qu'on va être plus lent pour relancer l'activité, donc il va y avoir plus de pertes d'exploitation, etc. Mais donc, il y a vraiment cette notion à ce moment-là de comment est-ce qu'on priorise les incidents. Et donc, on va traiter d'abord ceux dont les conséquences financières vont être les plus lourdes pour essayer de réduire le montant du sinistre total. Et ensuite, comment est-ce que les équipes de réponse à incidents peuvent travailler ensemble et être efficaces. Et donc, il y a énormément de travaux qui sont faits depuis plusieurs années sur la communauté des équipes de réponse à incidents, ce qu'on appelle des CERT, pour Computer Emergency Response Team, qui visent à renforcer ces relations pour qu'en cas d'événement systémique, les équipes travaillent ensemble et soient plus efficaces dans la gestion d'incidents. Voilà, il y a évidemment plein d'autres solutions, la plupart, il y a plein d'autres approches possibles sur la réduction du risque, mais si j'essaye de conclure rapidement, on est encore au début réellement de la modélisation et je dirais de la quantification de l'événement systémique. C'est un risque qui a fait et qui continue de faire peur à extrêmement d'acteurs, aussi bien côté assurance que réassurance, justement parce qu'il y a un potentiel systémique qui est très fort. Si on prend un tout petit peu de hauteur, quand on parle de catastrophes naturelles, de choses comme ça, généralement c'est associé à des territoires. Donc en fait, en se diversifiant son portefeuille à l'échelle internationale, on arrive à diversifier un petit peu le portefeuille. Le problème avec le cyber, c'est que le territoire, ça ne change pas grand-chose. Les technologies, elles sont partagées à travers le monde entier. Et donc, en fait, il faut qu'on puisse mesurer vraiment l'importance de chaque technologie pour comprendre le potentiel systémique dans le portefeuille. Et ça, c'est très compliqué à faire pour pas mal d'assureurs, pas mal d'assureurs traditionnels. Donc, il y a une composante systémique qui est très élevée, qui fait peur à beaucoup d'acteurs, sur lesquels il y a pas mal de très bons papiers de recherche qui existent, qui sont difficiles à implémenter pour l'instant, et où vraiment ça va mettre au moins plusieurs années avant d'être applicable. Sur lequel on commence à avoir des solutions qui sont faites par le marché, mais ça reste encore balbutiant et il y a forcément des autres idées qui vont être trouvées dans les prochaines années. Voilà, c'était
tout de mon côté. Après, le but, c'est aussi que si vous avez des questions, c'est des événements qui sont un peu compliqués à comprendre et je ne me rends pas compte du niveau de technicité de l'Assemblée. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions sur une partie ou l'autre. Ouais. J'avais cru comprendre que la gendarmerie nationale et l'État renforçaient leur dispositif d'accompagnement des dépôts de plaintes et de gestion des incidents comme ça. Ouais. Mais j'ai pas suivi ce qui s'est passé après. Est-ce que c'est quelque chose qui a permis d'avoir une qualité de données ou d'informations ou de limiter les propagations? Est-ce que vous avez un retour d'expérience? Ouais, donc en fait, c'est notamment ce que Geoffrey disait dans le cadre de la loi LOPMI. En fait, maintenant, il y a une obligation à ce que l'entreprise assurée déclare qu'elle a subi un incident cyber auprès de la gendarmerie pour pouvoir être indemnisée. Donc maintenant, il y a vraiment cette obligation légale, c'est entré en vigueur l'année dernière. Donc toutes les entreprises le font si elles veulent être indemnisées. Ça permet évidemment de consolider de la donnée, ce qui est une bonne chose et ce qui va aider les assureurs dans le temps. Maintenant, encore une fois, ça met du temps avant de consolider de la donnée. On est encore sur des marchés qui sont petits, donc avec un nombre de claims qui est limité. Donc avant d'avoir suffisamment de données pour pouvoir faire quelque chose d'utilisable, ça va être compliqué. Et encore plus sur l'événement systémique, qui est un événement rare parmi les incidents cyber. Et après, je dirais que ça a eu l'avantage de mettre de la vigilance côté entreprise, avec la création justement de CSIRT, donc d'équipes de réponse à incidents régionales, avec lesquelles on est amené à travailler sur certains incidents, justement parce que ça fait une proximité locale qui est souvent appréciée côté assuré. Je ne sais pas si vous avez des points supplémentaires. Ouais. Pourquoi il y a un portefeuille finalement qui... Du coup, les caractéristiques de mémoire, on avait du coup 3 portefeuilles. Le premier, c'était quelque chose de... Du coup, il y avait 2 facteurs, c'était la zone géographique, enfin d'où l'entreprise, d'où l'assureur venait, et son secteur d'activité. Et du coup, le premier, c'était quelque chose d'uniforme par rapport à la population globale, donc c'était vraiment quelque chose de presque aléatoire, voilà. Le deuxième, c'était quelque chose d'aléatoire sur les... secteur d'activité, mais on a essayé de faire un peu le tri sur la zone géographique. Et le troisième, c'était vraiment un portefeuille très bien choisi, donc c'était 100% français, et avec 3 secteurs d'activité, 50% un premier et 25% les deuxième et le troisième. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est la composition exacte. Après, c'est sur comme je le disais, c'est qu'on a un manque de données, donc c'est des données qu'on a essayé de calibrer au mieux avec ce qu'on avait sous la main. Et du coup, je ne pense pas que ça soit vraiment représentatif. On ne peut pas faire des simulations vraiment pour un assureur directement pour lui, mais c'était juste pour montrer à quel point, du coup, ta sélection, elle a vraiment un impact fort sur tes résultats. Je l'espère. Moi, je voulais vous demander comment vous modélisez la fréquence de ces événements-là. Parce que j'ai compris qu'on n'a pas eu beaucoup des événements comme ça dans 2017 et 2020. Et les modèles que vous avez expliqués sont plutôt pour la propagation de l'événement. Oui, je ne sais pas si tu auras des éléments supplémentaires. D'un point de vue fréquence, c'est très compliqué. C'est ce que je disais, c'est des événements rares. Donc par définition, sur un marché qui n'existe pas depuis beaucoup d'années, c'est très difficile à avoir comme visualisation. Le meilleur proxy qu'on peut avoir pour ça, c'est de regarder tous les combien de temps il y a une vulnérabilité avec une composante systémique qui sort. Et en fait, c'est un peu, je dirais, la mesure qui va nous permettre d'avoir un indicateur de ça. Ce que je disais tout à l'heure, c'est sur les technologies d'accès à distance, ça se produit globalement tous les 3 mois. Et pour l'instant, on n'a pas vu de situation qui a vraiment dégénéré, parce que justement, dans la course entre à quel point est-ce que les attaquants ont été bons sur le mettre en place très rapidement, ils n'ont pas été suffisamment bons, je dirais, pour l'intégrer et faire suffisamment de dommages, et qu'il y a vraiment une propagation qui se fasse. Donc, si on regarde depuis WannaCry, il n'y a pas eu énormément de fois où ça s'est produit. Ça s'est produit un petit peu l'année dernière avec ESX Yards en mars 2023, mais avec, je dirais, une sévérité totale qui a été limitée. Donc en fait, je ne le classerai pas dans cette composante vraiment systémique. Et à l'heure actuelle, à part WannaCry et NotPetya, qui encore une fois se sont produits à un moment où le marché cyber était balbutiant, on n'a pas vu d'incident avec une aussi grande vigueur. Parce que, et encore une fois, juste si on se refait techniquement comment une attaque va se passer, même s'il y a une vulnérabilité sur un Citrix,
Ça veut dire que l'attaquant il peut rentrer sur le système informatique. Ça ne veut pas dire qu'il a tous les droits sur le système informatique. Donc ça veut dire qu'il faut combiner cette vulnérabilité-là avec une vulnérabilité sur des technologies internes pour avoir plus de droits sur le système informatique et donc faire réellement mal. Ce qui était assez incroyable avec WannaCry, c'est que la vulnérabilité en question, c'était sur une technologie Windows. Ça s'appelait Eternal Blue. Et donc en fait, ça permettait, quand il y avait, sur une entreprise donnée, les serveurs, ils communiquent généralement entre eux à travers des protocoles qui sont des protocoles Windows. Et ces protocoles étaient impactés. Ce qui fait que dès que l'attaquant, s'il y avait un serveur Windows qui exposait l'un de ces protocoles sur Internet, l'attaquant pouvait rentrer et ensuite se propager entièrement sur le système informatique. Donc c'était létal très très vite. Et des vulnérabilités de cette taille-là sur Windows, c'est assez rare. Et quand c'est le cas, c'est patché normalement assez bien, surtout maintenant qu'il y a eu WannaCry. Et donc en fait, à part sur des OS, si maintenant on est sur des vulnérabilités sur d'autres technologies, il faut combiner plusieurs vulnérabilités entre elles. Et ça, c'est vraiment très peu probable. Mais encore une fois, sur un événement systémique, il suffit que ça se produise une fois tous les 100 ans. Et en termes de perte pour l'assurance cyber, ça peut être suffisant pour faire tomber les portefeuilles en négatif d'assez loin. Oui. Oui. La sévérité, en fait, pour une technologie donnée, on peut comprendre quelles sont les boîtes d'un portefeuille qui ont cette technologie. Et ensuite, on est sur des modélisations de sévérité, je dirais, assez classiques d'une entreprise qui est à l'arrêt 5 jours, combien elle va perdre. Et donc ça dépend beaucoup de son secteur et de son chiffre d'affaires. Si globalement, on prend le chiffre d'affaires, qu'on le divise par le nombre de jours, qu'on se dit il y a un taux de dépendance à l'informatique, un taux de marge brute, et qu'ensuite on se dit qu'une entreprise moyenne, elle va être à l'arrêt 8 jours, en fait, on a une évaluation de la sévérité. Évidemment, c'est très estimé, et il y a forcément de l'incertitude là-dessus, mais globalement, on a une bonne estimation de la sévérité unitaire. Là où ça va devenir faux, c'est que du coup, il y a un phénomène d'accumulation. Et donc, en fait, cette durée de l'incident, elle va être plus longue selon combien d'entreprises sont touchées, parce que justement, l'équipe de réponse à incident ne pourra pas intervenir sur toutes. Et donc, juste les incidents vont durer plus long, faute de potentiel de personnes compétentes. Comment ? Non, encore une fois, même sur une composante systémique, en fait, ce qui va être... si on se dit que toutes les entreprises qui ont un Citrix vont tomber, globalement, ou en tout cas vont être compromises, on peut faire une modélisation du temps de patch moyen. Et donc, en fait, on va savoir, selon le temps de propagation, voir quelles entreprises vont être touchées ou quel pourcentage d'entreprises vont être touchées. Et ensuite, la sévérité moyenne, on va la connaître, on sait l'estimer selon les méthodes classiques qui marchent globalement pas trop mal pour un incident donné. Donc, à part le phénomène d'accumulation, la sévérité d'un événement systémique, elle est plus facile, relativement parlant, que la fréquence est d'assez loin. J'ai deux questions là, c'est pour rebondir par rapport à la question qui vient d'être posée sur la sévérité, parce que vous dites qu'il y a des temps de disponibilité qui peuvent être, on peut faire des, mais c'est-à-dire que on est forcément dans une situation où l'entreprise reprend après, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas des cas où il y a des destructions de données du coup qui peuvent mettre fin à l'entreprise? Si, alors généralement dans le cadre de l'assurance cyber, on demande des sauvegardes qui sont suffisamment robustes pour que ça ne se produise pas. Et sinon, on est dans le cas on tape le plafond d'indemnité. Tous les contrats d'assurance cyber ont une LOI, une limite d'indemnité maximale. Et donc en fait, dans ce cas-là, on est dans le cadre de l'exposition maximale. Et donc dans la modélisation, on se dit il y a X pourcentage où je vais taper mon plan de garantie justement pour ces cas-là. Et dans ce cas-là, je tape le plan de garantie. Ouais, donc on a atteint le max. L'entreprise est. Pour l'assurance, évidemment, les conséquences financières sont beaucoup plus graves, mais pour l'assureur, c'est capé par la LOI. Et du coup, l'autre question que j'avais, c'est sur les applications pratiques de ce que vous venez de nous dire, en fait. Donc moi, ce que je retiens, c'est que c'est des événements, on a peu de recul, peu de données, les modèles sont compliqués. Ouais. Bon, ça, j'ai bien compris. Donc ce que je retiens, c'est qu'il faut bien patcher ces ordinateurs, mais au-delà de ça, quelles sont les applications pratiques de ces modèles, en fait de ces modèles en tant que tels, pour l'instant, moi, j'ai pas réussi à les mettre en pratique. Et pourtant, si on rend le crédit ou le crédit est dû, Olivier Lopez est responsable de la plupart de ces modèles. J'ai pas mal travaillé avec lui et vraiment, je les trouve très bien comme modèles. Donc, j'ai essayé de les mettre en pratique. Pour l'instant, j'ai pas réussi. Okay. En tout cas, c'est très intéressant. Merci. Et encore une fois, je pense que l'intérêt principal de ces papiers jusqu'à maintenant, c'est qu'ils définissent tous les points
importants qu'il faut gérer, même dans des modélisations pratiques. Tout ce qui va être justement l'accumulation et donc le débordement de charge de l'équipe de réponse à incident, tout ce qui va être la contagion, tout ce qui va être l'AL, quoi, donc l'accumulation maximale, etc. C'est des choses qui sont très bonnes à prendre de ces papiers et très utilisables. Et après, ensuite, encore une fois, le problème de papier de recherche fait avec un angle qui n'est pas complètement cyber, c'est que certaines modélisations ne sont pas parfaitement représentatives de la réalité. Donc c'est tout de suite ensuite un peu dur de les mettre en pratique côté cyber. Pas d'autres questions? Ouais. Des risques cyber, pourquoi, pardon? Ouais. C'est généralement des missions assez longues qui sont faites avec des entreprises de conseil, si on veut vraiment faire une cartographie de tous ces risques et des conséquences potentielles. Donc ça se fait. Après, donc côté assuré, ça se fait et c'est un processus qui est long si on veut le faire complètement. Côté assureur, il y a quand même des grandes tendances. C'est-à-dire que globalement, on sait que 70% des moyens d'entrer dans le système, c'est du phishing, 30% c'est des vulnérabilités en fréquence, que c'est 50-50 en sévérité, que ça dépend du segment, etc. Donc globalement, on a quand même des grandes tendances qui permettent de se dire ma cartographie moyenne, ça va être celle-là, et les leviers d'action qui devraient être faits principaux pour réduire mon espérance de risque, c'est cela. Donc ça, on sait le faire côté assureur. Maintenant, chaque entreprise est différente d'une autre. Donc si on veut vraiment une cartographie qui est exhaustive et faire quelque chose optimal, c'est des processus qui sont assez longs où le RSSI va travailler avec des consultants en cybersécurité, faire une cartographie des systèmes, voir les dépendances entre les systèmes, voir quel employé a accès à quoi pour réussir à faire quelque chose de plus complet. Donc, encore une fois, côté assuré ou côté assureur? Côté assureur, non, encore une fois, ça va beaucoup dépendre du segment. Mais si on prend une entreprise moyenne entre 0 et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, il faut bien se dire que la prime moyenne, elle est de quelques milliers d'euros. Donc l'assureur, il n'a pas du tout le temps d'aller creuser tous ces process et il doit faire de l'espérance de risque. Quand on est sur des entreprises CAC 40 ou sur du 250 à 750 millions d'euros, on va être sur des primes moyennes de plusieurs centaines de milliers d'euros. Et donc dans ce cas-là, oui, on va creuser beaucoup plus. On va avoir des questionnaires, on va essayer de lister les processus critiques, etc. Avec l'assuré. Mais très honnêtement, même sur du CAC 40, en fait, on est sur des complexités qui sont telles que si on voulait faire ça bien, ce serait des missions de plusieurs semaines. Donc ça reste très superficiel. Ça reste des discussions de plusieurs heures ou des questionnaires de plusieurs dizaines de pages, mais ça reste très superficiel par rapport à l'étendue du périmètre et des risques possibles. Merci beaucoup. Merci.